En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres et expériences de vie avec des acteurs du football. Pendant tout l'été, et pour marquer le début de ma collaboration avec Podio, je vous propose des versions best-of de 4 épisodes marquants. Dans ce deuxième épisode, notre invité est Florent Dabadi, journaliste sportif incontournable qui exerce au Japon depuis plus de 20 ans. Sa médiatisation a démarré alors qu'il formait un duo avec Philippe Troussier, alors sélectionneur du Japon. En tant qu'interprète, il a accompagné dans des moments forts comme la Coupe du Monde en 2002. Aujourd'hui, véritable expert du Japon, que ce soit au sujet du foot ou de la culture, Florent est identifié comme le VRP pour tout entraîneur français venant exercer au pays. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé aux côtés d'Eri Bertz, Vaida Lilodzik ou encore Arsène Wenger lors d'une récente tournée au Japon. Bonne écoute! Bonjour Florent, comment vas-tu? Salut Hugo, ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui, qu'on ait un peu de temps pour discuter. Surtout que tu es à Paris en ce moment, mais demain tu retournes au Japon. Voilà, j'habite au Japon depuis 22 ans, mais je suis un grand fan de ton podcast. Ah, c'est gentil, ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te décrire un petit peu? Ouais, je suis parisien. J'ai fait des études jusqu'à mon bac classique et ensuite j'ai étudié à l'INALCO, à l'Institut des langues orientales en japonais. Après, c'est vraiment incroyable. J'ai eu un ami japonais qui m'a dit Philippe Troussier, le coach de l'Afrique du Sud, après la Coupe du Monde 98, a été engagé par le Japon. C'est notre premier coach français. Sauf qu'il est là depuis un mois, il a utilisé différents interprètes, mais voilà, ils n'en trouvent pas un qui vraiment puisse rester avec lui tout le temps. Moi, je ne connaissais pas trop le personnage, donc je ne pouvais pas dire pourquoi. mais il me dit, bah voilà, tente ta chance. Et donc, j'ai envoyé mon CV à la Fédé japonaise. Et puis, ils m'ont tout de suite dit, viens pour un entretien. Et j'y suis allé. Une aventure entre Troussier et son interprète, donc toi, qui est un peu resté mythique. Non, tous les footeux, on connaît cette histoire ici en France et au Japon aussi. Ouais. Je ne sais pas trop pourquoi. Parce que d'abord, Coupe du Monde à domicile, la première en Asie, où le Japon, pour la première fois, s'est qualifié. Un engouement incroyable, des images de liesse. Donc ça, c'est le résultat. Mais aussi Philippe, qui était... Qui est devenu une superstar au Japon, qui l'est toujours, un héros et qui avait un caractère bien trempé. Donc, on en parlait de lui de la même façon que... Enfin, c'est ces entraîneurs africains, les Hervé Renard, les Bruno Metsu. Ça commençait... Enfin, bien sûr, il y avait eu Claude Leroy et Guillou, Jean-Marc Guillou et tout ça. Mais enfin, là, c'était vraiment les jeunes entraîneurs africains, pleins de charisme, sortis de l'INF, comme La Fleuriel et tout ça. Et surtout, je pense que notre médiatisation en France, c'est qu'avant cette Coupe du Monde, on a joué 3 fois l'équipe de France championne du monde. En plus, okay. Au tournoi à Sando au Maroc, on l'a joué à la Coupe des Confédérations à Yokohama. Et donc, à chaque fois, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, Thierry Roland, qui était un ami de mon père, me disait « Et le petit qui est assis à côté de Philippe Troussier, le fils de Jean-Loup Dabadi, on le salue bien. » Donc voilà, c'est pour ça qu'il... Mais sinon, non. Je pense que la notoriété, elle est venue après grâce aux résultats, parce qu'on a fait une super Coupe du Monde. C'est ça. Vous avez fini... on a qualifié pour les 8e et après une élimination... Voilà, contre la Turquie au premier tour du tournoi final. Ouais. Et justement, là, avant d'enregistrer, c'était incroyable parce que donc, la Turquie bat le Japon 1-0. Et après, ils battent le Sénégal. Et après, ils se retrouvent demi-finalistes de cette Coupe du Monde. Donc aussi, le Japon, c'était pas loin après. Et on nous l'a beaucoup reproché parce que, si tu veux, tout était vécu à travers le prisme de la rivalité Corée-Japon. Qui déjà, tu sais, ça avait commencé des affaires diplomatiques. Est-ce qu'on doit dire Coupe du Monde Japon-Corée ou Corée-Japon? Tempête dans un verre d'eau pendant 2 ans et tout. Bon. Et la Corée qui avait éliminé coup sur coup l'Italie, l'Espagne, qui était allée en demi-finale. Qui a battu le Portugal. Qui a battu le Portugal. Ils ont fait un parcours incroyable. De Figo en poule. Une très bonne équipe des États-Unis, une très bonne équipe de Pologne. Donc, ils ont fait une Coupe du Monde fabuleuse. Peut-être une des Coupes du Monde les plus incroyables d'un point de vue du rapport de force. Et donc, nous, on nous a quand même toujours jugés, et on est toujours jugés à l'aune de la Corée. Et donc, bon, ça a été un petit peu...
le point négatif. Mais sinon, Ouais, c'était quand même une une belle belle Coupe du Monde. Ouais, je me rappelle bien. Pas une belle Coupe du Monde pour la France. Je me rappelle, ils avaient les 3 meilleurs buteurs des 3 principaux championnats. Nous, on leur avait dit à nos joueurs japonais, vous allez voir, Philippe, il est quand même assez patriotique, donc on s'était installé pour le match du Sénégal au Japon avec tous les joueurs de l'équipe nationale japonaise qui, comme Philippe, il a des rapports de conflit toujours. Au moment où les joueurs et lui se titillent. Donc tous les joueurs japonais voulaient que la France perde pour juste clouer le bec à Philippe. Alors entraîneur. Et lui, il leur disait, on a les 3 meilleurs, ok? C'est pas toi, Nakata, t'as marqué combien de buts à la Roma, ok? Bon, alors maintenant, tu te tais, tu regardes le match. 1-0 à la fin, tout le monde était là. Ouh. Ah, sympa l'ambiance. Pour la petite histoire, Vahid Halilhodži qui était sélectionneur pendant 3 ans. Ouais, 3 ans. J'étais pas l'interprète, moi j'étais son PA, comme disent les Anglais, un peu son personal assistant. Et ils l'ont fait partir juste avant la Coupe du Monde. Voilà, 6 mois avant la Coupe du Monde, ils l'ont fait partir. C'était pourquoi en fait? Il avait pas gagné depuis 3-4 matchs et c'était avant la Coupe du Monde et lui, Vahid, avait un message que les Japonais m'aimaient pas trop, je pense. C'était aux joueurs de se prendre en main et que voilà, ils travaillaient pas assez en club. Et je pense que c'est difficile à dire, mais je pense que Vahid, le discours qu'il a tenu au dernier moment, il le tenait depuis très longtemps, mais les Japonais voulaient pas trop l'entendre. Il aurait fallu faire une campagne beaucoup plus intelligente, tu vois, en coulisses, d'aller discuter avec les présidents de clubs japonais. Et Vahid avait pas le temps. Donc, il a tout lâché, à la limite, tu vois, genre conférence de presse et tout. Et les Japonais n'aiment pas être pointés du doigt. Tu t'en veux un peu? Même si, moi, je m'en veux parce que moi, j'étais là pour le conseiller avec Jackie Bonnevet et plusieurs fois j'ai essayé de lui dire à Vahid pas qu'il mette de l'eau dans son vin parce qu'il avait raison sur le fond, mais que sur la forme il fallait que il y avait des choses à faire. Mais on connaît tous Vahid, il est très cartésien et me dit 6 mois, pas le temps. Et il avait pas tort, mais bon, je m'en veux dans le sens où j'aurais bien aimé qu'il fasse la Coupe du Monde. Bah ouais. Mm. Et toi, donc, qui as vu plusieurs entraîneurs au Japon, quelle est pour toi la clé pour un entraîneur pour réussir justement au Japon, dans cette relation, dans ce relationnel, ou comment ils doivent s'adapter? Je vais te décevoir parce que je suis sûr que c'est le moment où je suis censé briller dans cette interview par rapport à ton podcast et tous les gens qui veulent entraîner au Japon. Mais j'ai vu les deux extrêmes. J'ai vu les faillots, les entraîneurs, vous m'excuserez, mais de type brésilien qui arrivent pour prendre l'argent et qui font tout ce que leur demandent les Japonais. Ils se sont quand même fait virer. Et j'ai vu les mecs qui vont au clash, les Italiens, les Argentins, les entraîneurs français qui ont un caractère bien trempé. Et c'est pas pour ça que... je pense que les deux méthodes marchent, mais je pense qu'il faut rester sincère et montrer qu'on veut faire progresser le Japon. Déjà, si tu penses à ton palmarès ou si tu viens en leur demandant combien je vais toucher, t'es mort, parce que les Japonais, c'est pas la poule aux œufs d'or, ils ont plus autant d'argent qu'on ne le pense, c'est pas la Chine. Et moi, souvent, après Philippe Troussier et entre mon expérience avec Vahid, j'ai eu des agents ou des joueurs qui me disaient on veut jouer au Japon, on veut jouer au Japon. J'ai vraiment eu tous les genres de joueurs et d'agents. Et pourquoi, justement... ça n'a pas l'air. Je me dis, il doit en avoir quelques-uns qui veulent aller au Japon et qui seraient prêts à faire même cette démarche. Mais il y en a eu très peu dans l'histoire du foot japonais d'entraîneurs ou joueurs français. Alors, il y a plusieurs explications. L'explication qui peut-être est la plus décourageante pour nous, c'est qu'il y a un vrai lobby brésilien au Japon. Ça m'a surpris. J'ai vu les chiffres. Ouais. En fait, si tu veux, Hugo, il y a le Japon, si on reprend l'histoire du pays. Quand le Japon était un pays très pauvre, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, beaucoup de Japonais ont émigré au Brésil parce que le Brésil leur donnait des champs à cultiver, aussi au Pérou et en Bolivie.
C'est pour ça que tu as des communautés japonaises en Amérique du Je Sud. crois que la communauté japonaise, en dehors du Japon, la plus grande au monde, c'est au Brésil. C'est au Brésil, c'est autour de São Paulo. Et si tu veux, il y en a beaucoup qui ont fait le chemin inverse, qui sont revenus, et dont certains qui ont été bien sûr imprégnés de la culture du football brésilien, et du coup qui ont cherché du boulot dans le foot. Et soit ils devenaient joueurs, soit ils devenaient agents. Et ces gens-là, ils sont là depuis 40 ans, 50 ans. Et donc, ils ont réussi vraiment à intégrer, et là, c'est pas du tout une mafia, hein, c'est juste qu'ils ont intégré le système du foot japonais, notamment le système des agents et des coopérations, voilà. Et du coup, ils ont un tel réseau, et aussi un réseau au Brésil, que tout de suite, ils parlent bien sûr japonais, parce que nous, on n'a pas d'agents français au Japon. Enfin, il y en a peut-être maintenant, mais pendant très longtemps, il n'y en avait pas qui soient bilingues. Tandis que là, tu as des gens bilingues qui habitent au Japon, qui ont des réseaux au Brésil, qui peuvent te trouver des très bons joueurs à des prix qui cassent le marché. Et donc, finalement, tu ne trouves pas, même des joueurs africains qui pourraient être performants, tu ne trouves pas. Et ensuite, c'est vrai que les Brésiliens ont cet intérêt, c'est qu'ils s'adaptent vraiment bien, comme les Yougoslaves et tout. Ouais, au Japon, ils ont des facilités. Peut-être aussi parce qu'il y a des communautés, mais aussi peut-être parce que c'est quand même un peuple qui est assez fort dans l'exil, et il n'y a jamais de problème. Et aux Japonais, tu ne peux pas leur demander des contrats où tu rentres 2 fois par an pour revoir ta famille et tout ça. Là, ils sont assez sévères, hein. Ils veulent que tu t'impliques complètement. Et voilà, donc ça, c'est une explication du lobby brésilien. Et c'est des joueurs qui sont, en fait, qu'on se refile de club en club. C'est souvent des joueurs qui ont appris le japonais, que les Japonais ont vu, donc ils savent ce qu'ils veulent, parce que les Japonais sont très Saint Thomas. S'ils ne voient pas le joueur, s'ils voient juste des cassettes ou des YouTube, ils se disent, oh là là, ils sont un peu méfiants. Des quoi? Des cassettes? Des cassettes ou des links YouTube. C'est quoi des cassettes? Ah non, mais tu sais que ça existe encore au Japon, hein. Les VHS. Ah, ok. Nous, on a créé les VHS, donc on a encore ces vintage. C'est pas comme les vinyles, mais presque. Bon, ok, les liens YouTube. Là, je vois qu'on a une grosse différence d'âge, là. Mais VHS, pour les gens qui ne connaissent pas, les VHS, c'était une cassette. Écoute, moi-même, chez Philippe Troussier, je me souviens quand j'allais chez lui, il y avait une pile de VHS et on regardait les joueurs sur magnéto. Mais bon, c'est vrai, maintenant, il y a Coach Online et tout. Bon. Toi qui as côtoyé donc les entraîneurs, comme on disait, quelles sont un peu les erreurs que tu as vues, ou en tout cas où tu te dis non mais ça avec les Japonais ça passe pas du tout? On en a un petit peu parlé là, déjà faire passer des messages trop directs. Ouais. Utiliser, ça c'est un peu dans tous les pays, mais utiliser la presse pour passer un message. Les Japonais n'aiment pas perdre la face. Donc moi, Philippe Troussier, souvent, pour donner un électrochoc, par exemple, il allait dire, pour éviter que Nakata, en 2002, qui était notre vraiment star planétaire, hein, pour éviter qu'il ait la grosse tête, il commence à lâcher en conférence de presse à 6 mois de la Coupe du Monde, mais moi, il s'est pas du tout gagné d'avance pour Nakata qu'il soit titulaire. Je savais que c'était faux, Philippe savait que c'était faux, il a voulu faire un électrochoc, mais ça passait pas. Les médias ont paniqué, les fans ont commencé à pleurer. Enfin, tu vois, c'était pas les Beatles, mais c'était comme ça. Lui s'est dit, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Heureusement, Nakata était quelqu'un de très intelligent, de très pisse et de pas du tout genre revanchard, orgueilleux. Donc, on a eu une bonne discussion avec lui en tête à tête, a posteriori. Mais bon, voilà, il faut être. Mais en même temps, et c'est là où je vous disais qu'il n'y a pas de cas exemplaire, et que si tu es trop sage et que tu fais exactement ce que font les Japonais, ça sert à rien, parce qu'ils t'appellent pour que tu viennes changer un petit peu les méthodes. Moi, je pense que des personnes qui viennent avec des méthodes mais à un caractère trempé, Zaccheroni, Eric Momberts, Arsène Wenger, ça peut vraiment marcher. Ensuite, les Japonais, quand même, on ne peut pas les sous-estimer en culture du foot. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de Champions League et tout ça, c'est quand même des types qui apprennent super vite sur tout, même les médias japonais sont super à la pointe, donc tu peux pas leur faire de la tchatch et tout ça, ça va pas marcher. Il faut vraiment que tu apportes une expertise. Alors tu vois, Benitez, c'est un fou des stats et il fait que ses trucs sur les ordinateurs.
bah oui, c'est un trait de marque de lui, mais ça peut peut-être marcher avec les Japonais parce qu'ils se disent quand on engage Benitez, on a tous ces 6 ou 7 types qui travaillent avec lui sur les stades des joueurs. Tu as des gens qui représentent la formation française de l'INF, comme Eric Momberts, comme Philippe Troussier. Ils n'ont pas pris Philippe Troussier parce que c'était une grande gueule, ils ont pris parce que c'était le fleuron de la formation de la FFF, de l'INF, et qu'il arrivait avec un bagage où il avait autant de connaissances en tactique qu'en kinésithérapie, tu vois, c'était vraiment, là, la France, on fait les choses bien. Tu dois arriver avec une spécialité, et puis ensuite, tu dois faire une présentation, en fait. C'est-à-dire, tu dois avoir étudié le dossier. Aujourd'hui, il faut peut-être que tu prennes quelqu'un en amont qui va t'étudier le marché, parce que tu peux pas faire d'erreur dans ta communication. Donc ça, c'est ce que tu me demandais. Tu dois connaître un petit peu les joueurs. Il y a un gros travail de recherche à faire sur l'équipe, mais encore plus que dans les autres pays, parce que si tu veux, comme tu vas avoir un interprète, tu ne seras pas sûr de ce qu'il va dire complètement, donc il faut vraiment que tu sois préparé. Et donc, je terminerai par dire que l'élément le plus important, c'est est-ce que tu es quelqu'un qui peut ou veut travailler avec un interprète? Et c'est moi, j'avais demandé à Didier Deschamps, quand il était entraîneur de l'OM, j'ai dit Didier, c'était à l'époque où on ne savait pas qu'il allait devenir... Je dis Didier, venez au Japon, moi je vous présente l'équipe nationale et tout. Il m'a dit, oh là là, jamais je travaillerai avec un interprète. Bon, bah, c'était clair. Tu vois, lui, il ne fait pas confiance aux interprètes, à tort ou à raison. Mais si tu n'es pas bon avec l'interprète, si tu ne sais pas comment travailler avec un interprète, tu es mal. Bah ouais, il faut qu'il y ait une relation de confiance et tu sais que ton message, il va se perdre un petit peu. Donc, il faut l'adapter, mais il y a tout un travail à faire en amont qui est... Exactement. Est-ce que justement, un Troussier ou Ali Ludzik ou même Eric Momberts, est-ce qu'ils étudiaient cette problématique-là? Est-ce qu'il analysait en amont pour dire mon message, je vais le dire un peu différemment? Ouais. Avec Philippe, on faisait des répétitions avant les causeries d'avant-match. On passait 1 ou 2 heures dans sa chambre. Il me disait voilà, moi j'ai ces éléments de langage. D'idées, voir voilà, moi je pense le présenter comme ça. Ensuite, il me faisait comme un artiste avant d'être sur la scène de l'Olympia. Ouais. Il partait, il me disait ça. Moi, je l'arrêtais, je lui disais, écoute, peut-être pas ça, plutôt comme ça et tout. Donc, nous, c'est pour ça, en fait, on avait même nos marionnettes, genre Guignol de l'info et tout ça, mais parce qu'on était un duo où c'était presque un show, tu vois. On savait où on allait. De temps en temps, même, comme je savais ce qu'il allait dire, je parlais avant qu'il parlait. Donc, les joueurs, ils se disaient, oh là, c'est pas normal qu'il a encore rien dit. Et Florent, toi, tu parles déjà. Mais ouais, il y a un gros travail à faire en amont. Et si tu le fais pas, bon, je veux pas trop parler de ceux qui ont raté parce que justement, ils ne l'ont pas fait. Mais ouais, c'est évident et essentiel. Pour boucler la boucle, j'en ai pas parlé quand tu me disais les choses à faire et à ne pas faire. Les Japonais sont vraiment reconnaissants si tu respectes leur culture. Et jusqu'ici, on a parlé, toi et moi, Hugo, de culture, de communication, de sociologie. Mais là, je parle vraiment de culture du pays. C'est-à-dire que tu peux pas venir dans leur pays, encore une fois, comme je l'ai dit, et dire chaque fois qu'il y a une vacance, je veux rentrer chez moi ou vivre dans ta tour et tout ça. C'est vrai qu'il faut que toi ou ta femme fasse des efforts pour faire une cérémonie du thé, pour apprendre à mettre un kimono. Et tu sais comme moi, Hugo, qu'il y a des entraîneurs, ils sont tellement dans leur job qu'ils se disent oh, ça, c'est pas la priorité. Ouais. Voilà, moi je sais qu'avec Philippe Troussier, il adorait les antiquités, donc il allait chiner des petits meubles, des statues de Bouddha, et ça. Il adorait les sources thermales, donc on a eu la chance, ça nous a beaucoup servi. On avait une chaîne de télé qui avait créé les aventures de Philippe Troussier. On s'était fait super engueuler par la fédération parce qu'eux pensaient qu'un entraîneur national devait garder, tu sais, la dignité. Et nous c'était Philippe Troussier visite le Japon. Comme une télé-réalité. Une télé-réalité qu'on avait, c'était en 2000 et 2001. Et donc, on allait au Mont Fuji, on est monté au Mont Fuji, on a fait Kampai avec le saké, on l'a bu au sommet. On allait voir des geishas, discussions. On a Philippe dans sa vie quotidienne à Tokyo, en train de chercher des antiquités, en train de manger des nouilles, des soba.
Ah, c'était génial. Alors là, tout de suite, mais alors lui, d'un point de vue marketing, ça a boosté son image. Et c'est vrai que la Fédé n'était pas contente, mais c'était quelque chose à faire. Voilà, donc je pense que c'est un pays tellement incroyable. C'est quand même un beau pays, une culture aux antipodes de la culture latine, mais où tu as tellement de découvertes que si tu n'y vas pas, toi et ta famille, pour découvrir quelque chose, c'est un petit peu dommage. Donc, j'encourage les entraîneurs de foot, quand ils préparent un entretien pour un club japonais, de lire un petit peu soit un roman de Mishima, soit un petit guide voyage au Japon. Ou d'écouter ce podcast. Ou d'écouter ce podcast. Bon, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite de tes aventures japonaises ? Écoute, tu peux me souhaiter que dans ma carrière au Japon, j'ai l'occasion de recroiser un entraîneur ou un joueur français, parce que c'est vrai qu'il y en a un tous les 5-6 ans et que c'est pas assez. Donc, je peux me souhaiter de travailler avec la FFF dans le futur. Ok, génial, je te le souhaite en tout cas alors. Bon retour demain à Tokyo et à très bientôt. Ouais, merci beaucoup. Hein, merci à toi. Voilà, vous venez d'écouter le 2e des 4 épisodes de cette série d'été, imaginée en collaboration avec Podio. Podio, c'est le studio de production de podcasts spécialisé dans le sport. Et en dehors de Ma Surface est très fier d'intégrer ce label que vous retrouvez sur Podio, pod2io.fr. Et si cet épisode best-of avec Florent Dabadi vous a donné envie d'aller écouter la version longue, l'épisode est dispo sur votre plateforme d'écoute préférée. Et le lien est dans la description. Bon été!